Bonjour à tous, bienvenue dans cette session de 4e édition de Médias en scène, ici à la Maison de la Radio, consacrée là à l'instant à la photographie. Alors ceux qui sont à Paris en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ont la chance de pouvoir voir cette magnifique exposition organisée par l'agence Myop et par Radio France, exposition dans laquelle on va retrouver des photographies d'Olivier Lamont-Mattei, qui est à ma droite, d'Agnès Derbet à ma gauche, et coordonnées par Antoine Kimmerlin, qui est le directeur éditorial de l'agence Myop, au bout à gauche ici. Merci de nous suivre sur mediaenscène.com. On va prendre du temps, on a une demi-heure et c'est intéressant de parler évidemment de cette exposition, de l'agence Myop, mais aussi de comment photographier aujourd'hui, comment trouver des financements pour photographier dans un monde où, on le sait suffisamment ici à Médias en scène, la presse est en crise ou en difficulté en tout cas, et où l'argent n'est plus aussi disponible qu'auparavant, notamment pour des photoreporters, documentaristes qui travaillent au long cours, loin et pendant longtemps. Peut-être qu'on va commencer, Antoine, juste par expliquer ce que c'est que l'agence Myop. Je précise que vous pouvez voir, pendant que nous parlons, un certain nombre de photographies qu'on pourra commenter si vous le souhaitez, vous Olivier ou Agnès, au fur et à mesure. Mais d'abord, Antoine, revenir sur, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette belle agence qu'est l'agence Myop. Oui, merci Lucas pour cette introduction. Donc, je suis le responsable éditorial de l'agence qui a été créée en 2005 à Paris. Et aujourd'hui, l'agence compte 20 photographes, 20 membres. Donc on est une structure à mi-chemin entre le collectif et l'agence un peu traditionnelle comme on pouvait connaître. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément c'est quoi la différence entre un collectif et une agence, justement. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une partie collective dans le sens où une partie des photographes sont impliqués au jour le jour dans le fonctionnement de l'agence. Le directeur de l'agence est photographe bénévole, le gérant est aussi photographe, et on va avoir des photographes qui s'investissent pour porter des projets, que ce soit de la direction éditoriale, de la direction artistique. Donc c'est vraiment une agence qui est portée par ces photographes. Ce qui fait un modèle assez original dans le paysage. Oui, alors que l'agence photographique traditionnelle, les photographes font de la photo et il y a un staff éditorial, technique, financier qui les envoie. C'est ça. Concrètement. L'agence à l'ancienne, que j'ai pas connue en fait, c'est un modèle qui a existé, qui a fait florès dans les années 80-90. Mais en fait qui est quasiment un mythe pour moi, qui est de la nouvelle génération de staff en agence. Avant, il y avait quasiment un salarié pour un photographe, puis on a le mythe du directeur éditorial qui fume son cigare, qui lit la presse à longueur de journée, qui dit toi tu vas là-bas couvrir. Vous lisez la presse, mais vous fumez plus le cigare en gros. Non. On espère que vous lisez encore la presse. Oui, absolument, mais dans la possibilité de juste d'avoir les moyens d'envoyer un photographe parce qu'il s'y passe quelque chose, ça c'est devenu exceptionnel malheureusement, parce qu'en effet les financements sont vraiment taris depuis Agnès, vous avez rejoint l'agence Myop à quel moment? Moi je suis rentrée chez Myop en 2016. Pendant l'été. Après avoir été indépendante pendant très longtemps. En fait, avant, j'étais avec une autre agence qui s'appelle Seven, qui était basée entre Paris et les États-Unis. Et c'était une agence qui fonctionnait encore d'une façon assez traditionnelle. Voilà, moi, je les voyais pas très souvent parce que j'habitais à Bangkok pendant 12 ans. Mais je sais plus combien de temps exactement je suis restée avec Seven. Mais, et vous, Olivier, ouais. Avant de rejoindre Myop, en quelle année? En 2013, Myop. Et vous avez travaillé longtemps comme photographe, grand reporter dans une très grosse agence, l'agence France Presse. Oui, alors un fonctionnement totalement différent de celui de l'agence Myop et de l'esprit collectif. L'agence France Presse, la deuxième plus grosse agence filaire au monde, avec des journalistes partout dans le monde. C'est vrai qu'en termes d'organisation et de structure, on est très très loin de celle de Myop. Alors on va parler de votre exposition. On voit des photos défiler. Certaines sont dans l'exposition, d'autres ne sont pas toutes forcément dans l'exposition. Mais qui s'appelle Double Peine et qui est donc exposée ici derrière nous dans la nef de Radio France. Donc c'est une exposition qui est visible par tout un chacun si vous souhaitez rentrer à la Maison de la Radio pour la voir. Quel est le point de départ de ce travail avant d'être une exposition? Quel est le point de départ de ce travail? Je ne sais pas lequel d'entre vous. Antoine, peut-être vous voulez... Oui.
Donc C'est pendant à la suite du Covid, enfin, ou pendant même le confinement. Absolument. Pendant le premier confinement du printemps 2020, les photographes de l'agence ont fait un projet collectif qui s'appelait Cinédier et qui était vraiment centré sur le quotidien en France, sur la réalité de ce qui se passait sur le territoire. Et c'est vrai qu'on était beaucoup en France concentrés sur le nombre de morts, les hôpitaux, la situation. Voilà, on était vraiment très égocentré sur notre pays et nos problématiques. Et pendant tout ce projet Cinédier qui a fini dans un livre en septembre 2020, et là on s'est dit, mais en fait pendant 6 mois, on s'est occupé que de nous. Et quelle est la situation des pays en développement et a fortiori des réfugiés, des personnes déplacées dans ces pays en développement. Oui, avec la double peine, c'est non seulement dans des pays en développement ou dans des situations de crise humanitaire, mais en plus avec un problème sanitaire. Oui, absolument, parce qu'on avait ce constat que déjà en France, c'est les personnes les plus vulnérables qui étaient touchées par les conséquences du Covid, parce que les personnes qui étaient salariées, qui avaient l'activité partielle, des choses comme ça, bon, ça n'a pas été une période facile, mais on a quand même des filets de sécurité en France qui sont solides. En Ouganda, quand le camp est sous quarantaine et que toute l'économie informelle s'arrête, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'activité partielle. Et donc, les conséquences de cette crise n'ont pas tellement été sanitaires, parce que notamment en Afrique, il y a eu assez peu de cas lors de la première vague, mais vraiment économique et sociale. Alors Agnès Derbet, vous, dans ce projet, travaillé où et comment l'avez-vous choisi ? Alors moi j'ai travaillé en Équateur, j'étais la dernière des 5 à partir. Le choix s'est fait un petit peu par défaut parce qu'à l'origine je vais partir au Brésil dans la région de Boa Vista. Et puis comme j'étais la dernière, c'était au moment de l'explosion du variant brésilien, donc les frontières étaient fermées, les conditions sanitaires n'étaient pas du tout réunies pour que je puisse y travailler. Donc un peu à la dernière minute on s'est rabattu sur l'Équateur où il y a aussi quand même énormément de réfugiés. Des réfugiés qui viennent d'où ? De Colombie et du Venezuela. Et qui restent en Équateur ou pour qui l'Équateur n'est une étape dans le voyage ? Alors, à l'origine, l'Équateur, c'était plutôt un pays de transition. Les réfugiés, après, se rendent surtout au Pérou, au Chili, en Argentine, parce que c'est des pays qui avaient une économie un peu plus dynamique que celle de l'Équateur. Avec la fermeture des frontières et le fait que finalement, les choses se passent... C'est pas si mal que ça pour les réfugiés. En fait, c'est devenu un pays où les gens tendent à rester de plus en plus. Olivier Laborde-Mattei, vous êtes parti où et quel était le choix au départ ? Alors, je suis parti au Bangladesh, dans les camps de Rohingyas, dans le sud-est du Bangladesh, vraiment à la frontière avec la Birmanie. Pourquoi cette région ? Parce que c'est là où l'on trouve le plus grand camp de réfugiés au monde. On appelle ça d'ailleurs même un méga camp, qui est en fait structuré de plusieurs camps, hein, qui regroupe. Alors le principal camp de Kutupalong réunit, ça varie en fonction des années, mais actuellement on est aux alentours de 750 000 habitants. Juste pour préciser, les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie, persécutée depuis des dizaines et des dizaines d'années, et la dernière vague de persécution a eu lieu en 2017 où plus d'1 million de personnes ont passé le fleuve puisque la frontière est vraiment de l'autre côté et se sont réfugiés donc au Bangladesh où ils ont été accueillis donc par les ONG qui étaient déjà là puisqu'elles travaillaient déjà avec les réfugiés plus anciens. Et par les anciens réfugiés eux-mêmes qui eux, étaient là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il y avait 3 autres destinations, Antoine, on peut les rappeler. Oui, il y a Guillaume Binet qui est parti en Haïti, où là, la problématique, c'était sur le passage de frontière avec la République dominicaine qui est voisine. Et il y a toute l'économie qui est vraiment informelle. Il y a des allées et venues quotidiens. Et du jour au lendemain, cette frontière s'est fermée. Donc en termes économiques, puis il y a des Haïtiens qui sont restés bloqués en situation illégale sur place. Donc ça, c'était vraiment le long de cette frontière. Pascal Mette qui était au Liban. Alors le Liban, c'est pas la double peine, c'est la quadruple peine entre l'explosion du port de Beyrouth, le système financier et politique. Système politique effondré. Donc c'était à la fois sur la situation des réfugiés syriens. Le Liban, c'est le pays qui accueille la plus grande proportion de réfugiés au monde. 1/4 de la population est réfugiée. Donc il a travaillé à la fois sur Beyrouth et sur la vallée de la Béka qui accueille les camps de réfugiés.
Et le dernier sujet en Ouganda, qui est le pays d'Afrique aussi qui accueille le plus de réfugiés en Afrique, qui fuient le Congo et à la fois les violences terroristes, l'épidémie d'Ebola, et donc qui ont trouvé refuge en Ouganda. Et là, de la même manière, c'est un camp qui accueille 120 000 réfugiés dans des conditions... voilà, c'était pas une ville. Il y a 5 ans ou une dizaine d'années, le camp accueillait 20 000 réfugiés. Et il y a eu 6 fois plus de personnes qui sont arrivées dans un intervalle de temps très très court. Donc ça fait qu'en termes d'infrastructure, même sanitaire, c'est très, très compliqué. Donc je rappelle que ce sont des photos que vous pouvez voir en ce moment et dont certains on peut voir dans une exposition à Radio France. Ce projet, vous ne l'avez pas fait seul. C'est un projet que vous avez fait avec une ONG. Vous pouvez nous raconter comment, justement, là aussi, comment ce choix a présidé, comment vous avez pris la décision de travailler, j'allais dire main dans la main, avec une ONG. Oui. Et laquelle ? Donc le projet en effet a été financé par la Commission européenne, qui a une branche qui s'appelle la DG ECO, qui s'occupe de financer l'aide humanitaire dans le monde. C'est le plus grand bailleur sur l'aide humanitaire, on le sait. Oui, donc c'est plus vraiment une ONG d'ailleurs. Oui, oui, non, c'est vraiment la Commission européenne qui finance à la fois les Nations Unies. Qui finance des ONG aussi. Voilà, qui ricoche comme ça. En fait, ça se passe souvent comme ça dans nos métiers. Nous, on a un intérêt de parler d'un sujet. Et de l'autre côté, on trouve quelqu'un qui a envie de nous aider à parler de ce projet. En général, c'est des médias. Donc c'est Olivier, tu as un sujet que tu veux présenter, tu le pitches à une rédaction et ils disent oui, ils disent non. Et puis tu vas le produire. Là récemment au Groenland, tu as travaillé avec le Figaro Magazine sur les prisons ouvertes. Donc voilà, ça c'est un peu la manière traditionnelle de travailler. Mais là, c'est vrai qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Ce qui pose beaucoup de questions dans le milieu du journalisme, parce que est-ce que c'est encore du journalisme si on est financé par une institution, par une ONG qui a des intérêts qui lui sont propres? À nous, en tant que journalistes, d'avoir une éthique, de réfléchir à qui est le commanditaire, quels sont ses objectifs et est-ce qu'il nous semble éthiquement valable. Mais là, juste pour donner un exemple très rapide, on a 2 projets collectifs en cours à l'agence. On veut faire un projet en France sur le thème de l'écologie et un autre sur le thème de la campagne présidentielle, bien sûr, qui arrive. Et là, automatiquement, le réflexe, c'est même pas de se demander quelle rédaction peut le financer. C'est quelle fondation, quelle institution, quel appel à projet on peut aller chercher. C'est-à-dire vous ne pensez même plus à appeler des rédactions ? Malheureusement. Alors peut-être qu'il faudrait encore essayer de le faire, mais il y en a tellement peu qui le font, et celles qui le font imposent des contrats tellement aberrants. Je pense notamment, par exemple, au New York Times, qui impose de la syndication. C'est un peu technique, mais ça veut dire que si on travaille pour eux, les images leur appartiennent, alors que depuis 70 ans, le combat du photojournalisme, c'est justement de garder le contrôle de ces images. Donc voilà, on est obligé de se tourner vers des acteurs comme Google, alors qu'il y a 5 ans, de dire qu'on allait travailler pour Google, c'était même pas imaginable. Mais aujourd'hui, Google est partenaire, il me semble, du festival. Ils sont partenaires de Visa pour l'image à Perpignan. Donc voilà, il y a des nouveaux acteurs. À nous de rester droit dans nos bottes. Agnès, comment on fait quand on est justement aujourd'hui commissionné, comme on dit justement, là en l'occurrence c'est la Commission européenne, mais là on a entendu l'avis éditorial, mais dans la réalité des faits, quand vous avez un budget, vous avez de l'argent pour partir dans des pays lointains, complexes, tout ça coûte cher, en Équateur, comment ça se passe ? En tout cas, de mon expérience en Équateur, ça n'a pas changé grand-chose dans ma façon de travailler. Parce que de toute façon, quand je pars en reportage, parmi mes interlocuteurs, je vais voir des ONG, je vais voir aussi des académiques, etc., pour choper des informations, des accès. Et en l'occurrence, pour l'Équateur, j'ai travaillé avec une ONG qui m'a introduit à des réfugiés d'une façon un peu plus rapide que... Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez l'habitude dans votre travail, parce que les ONG, dans les terrains compliqués, sont des interlocuteurs, j'allais dire, permanents, comme peuvent l'être des politiques, des militaires. Mais là, il y a quand même une petite différence, c'est que du coup... il y a quelqu'un derrière qui finance et qui donc peut avoir un intérêt à ce que vous produisiez des photos de telle ou telle manière. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on lutte ou pas d'ailleurs ? Peut-être qu'on ne lutte pas contre ça. Alors moi, j'ai pas eu à lutter. Donc en tout cas, sur ma façon de travailler, ma façon de prendre des images, l'histoire que je voulais raconter, la façon... le temps que j'ai voulu passer avec les gens, j'ai pu demander tout ce que je voulais et ça m'a été accordé. Par exemple, des fois, je devais rencontrer 3-4 personnes dans la journée et j'ai demandé, non, s'il vous plaît, je voudrais rester avec cette famille parce que on s'entend bien, parce que je trouve qu'elles sont
Parce que vous aviez établi un contact particulier et que... Oui, et puis elle cristallisait beaucoup des enjeux dont je voulais parler, et donc il n'y a eu absolument aucun problème. Au contraire, ça a été plutôt utile et ça a facilité, ça a rendu les choses un peu plus rapides parce qu'on n'avait pas non plus énormément de temps sur place. Après, en termes éditorial, dans le choix de mes images, de la même façon, c'est quelque chose... moi, j'ai fait mon édit. Après, on en a parlé ensemble avec Antoine. Et il me semble que tout ça a été respecté d'une façon peut-être encore plus respectueuse que quand je travaillais avec une rédaction. Je sais pas. Antoine ? Il y a aussi un sujet, c'est peut-être que parfois l'ONG, elle va attendre un certain type d'image. Et sur le terrain, mais peut-être Olivier, Agnès, vous pouvez en parler bien mieux que moi, mais l'ONG va dire « Ah, mais ça serait pas mal que tu le photographies ». Alors le photographe va la faire, mais en fait, on va pas la retenir. Donc c'est comme si un journaliste a un tour de communication, mais bon, le journaliste sait ce que lui veut tirer de cette journée un peu marketée. Donc pareil, pour faciliter le contact, on va faire l'image, mais on ne va pas la retenir, on ne va pas la diffuser. Olivier, ce n'est pas la première fois que vous bossez avec des ONG, que vous bossez là avec la Commission européenne. Est-ce que justement le rapport, j'allais dire, non pas hiérarchique, mais le rapport à celui qui finance entre une rédaction classique, vous venez travailler pour Le Figaro, vous avez travaillé pour beaucoup de titres de la presse française, et internationale, est-ce que le rapport est différent avant de partir, sur le terrain et au retour ? Alors tout dépend des situations, bien sûr, tout dépend de l'ONG, tout dépend de la structure. Encore une fois, j'ai beaucoup travaillé avec l'UNHCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Vous avez même fait un contrat là-bas, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez travaillé uniquement pour eux. Voilà, alors j'ai eu quelques petits travaux avec eux sur notamment en Jordanie ou ailleurs, mais effectivement il y a eu cette période de 8 mois de contrat avec eux où là j'étais salarié par l'organisation pour raconter la crise des réfugiés centrafricains et toute la question des traumatismes de guerre. Donc dans ce conflit en particulier, au Cameroun, au Tchad et en Centrafrique. Donc là, j'avais malgré tout carte blanche. J'avais négocié ça avec eux, d'avoir carte blanche pour pouvoir raconter ces traumatismes, raconter la situation sur place. J'avais pu aussi négocier la présence d'un rédacteur. Donc on a pu travailler en binôme pendant toute cette période, qui est finalement un luxe énorme de pouvoir passer 8 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois sur place et de pouvoir vraiment aller en profondeur dans le sujet. C'est vrai qu'il n'y a plus une rédaction qui permettrait cela de nos jours. Mais est-ce que vous avez pu garder votre indépendance ? Et alors l'indépendance, justement, on a tout fait pour la garder et on l'a gardée jusqu'au bout. Non seulement parce que c'était la condition de base de l'acceptation de ce travail, mais aussi parce que finalement il n'y avait pas de problème particulier, étant donné que les travaux que nous on portait, que les choses qu'on montrait finalement leur servaient aussi. C'est-à-dire que la question du traumatisme de guerre, c'est quelque chose de très très peu traité. Pour donner cet exemple, il y a un psychologue pour 120 000 réfugiés au Cameroun avec les réfugiés centrafricains, en tout cas quand j'y étais il y a 5 ans. Et de montrer ça, de porter ce propos, a aidé énormément le HCR à améliorer la situation sur place et aider justement d'autres ONG à... Mais comment on fait quand, dans mes souvenirs qui me reviennent à l'instant, je crois que l'un de vos reportages que vous faisiez avec le HCR à ce moment-là était publié dans Libération. Je me trompe ou dans oui, Le Monde? Tout à fait. Alors là, c'était sur les réfugiés de Boko Haram. C'était pendant cette période. C'était pendant cette période. En fait, au final, comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'un journal ou un titre, peu importe, publie des photos prises par un photographe, journaliste, indépendant, mais payé par une ONG? Alors, je pense que c'est un double rapport assez complexe. Bien sûr, en fait. et ça pose un problème, alors pour certains rédacteurs en chef, un problème éthique que nous, on essaye de défendre en montrant que notre travail reste un travail honnête, qui a été fait consciencieusement et qui n'est pas soumis à la censure ou au regard de l'ONG qui nous emploie. En l'occurrence, c'était un travail donc, sur les réfugiés qui fuyaient les exactions, les massacres de Boko Haram au lac Tchad, au nord du Tchad. Et c'est Lionel Charrier, le rédacteur en chef photo de Libération, qui avait pris 8 pages plus la une sur ce travail-là. Pourquoi? Aussi parce qu'on a eu accès à certaines zones grâce, pour le coup, au HCR,
qu'on n'aurait pas Qu'un eu photographe si on avait... indépendant tout seul Tout à fait. n'aurait peut-être pas pu faire. Je donne un autre exemple très rapide, mais en 2016 ou 2017, je pars avec Solidarité Internationale. On a un accord. Donc là, je ne suis pas embauché par eux, mais ils me payent les frais et ils m'amènent au Soudan du Sud, donc dans le nord du Soudan du Sud, dans la ville de Malakal, qui est une ville qui a subi une épuration ethnique. L'ethnie Chiluk a été complètement chassée et l'armée a pris position. L'armée du Soudan a pris position dans la ville. Ce n'est pas documenté. Les journalistes sont interdits de terrain. C'est très compliqué d'aller sur place. Mais grâce à cette ONG, et là pour le coup, en travaillant de pair avec eux et en documentant leur travail sur place, j'ai pu aussi m'immiscer dans la ville et documenter cette épuration ethnique, chose que on n'aurait pas pu faire. Voilà. Et Agnès, vous voyez ça aujourd'hui comme un modèle possible pour la suite de votre métier, de vos aventures professionnelles, c'est-à-dire de se dire, je vais poser ma question autrement, est-ce qu'aujourd'hui votre premier réflexe c'est de se dire quelle rédaction ou quelle ONG ? Vous voyez un sujet qui vous intéresse, quelque part dans le monde, quelque chose que vous avez envie de couvrir, c'est pas seulement de l'intérêt, mais que vous avez envie de couvrir. Vous vous dites ONG ou rédaction ? Moi, c'est la première fois que je travaille avec une ONG, avec un bailleur. Oui. Mais en fait, moi, ma première réaction, c'est même pas, c'est ni une rédaction ni une ONG, c'est plutôt une bourse. Parce que, encore une fois, je n'ai pas cette expérience. C'est vrai que les rédactions, c'est toujours compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Et la façon dont moi, j'ai financé mes projets ces 5, 6, 7, 8 dernières années, en général, c'était avec des bourses, dont aussi une bourse European Center of Journalism, donc qui est financée par la Commission. Qui est aussi la Commission européenne, ouais, voilà. Enfin une branche de la Commission européenne. Mais ils donnent des bourses, plusieurs bourses par année, avec des thèmes, etc. Et c'est comme ça que j'avais pu travailler sur le Dengvaxia, un vaccin qui avait été développé par Sanofi aux Philippines. Qui a été publié après, etc. Oui, c'est pareil, qui a aussi été publié dans la presse classique, on va dire. Oui. Mais est-ce que vous n'y voyez pas une forme d'échec collectif de notre métier ? Là, je parle je parle pas du tout des photographes, mais d'échec de l'économie dans laquelle on travaille tous, de se dire finalement, le fait que ce que vous venez d'expliquer, que vous renoncez même à y songer, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller voir le New York Times, Le Monde, Le Figaro, peu importe, pas quand vous avez une idée, mais plutôt aller chercher de l'argent ailleurs. Est-ce que c'est pas une forme d'échec de notre métier ? Moi, je pense que c'est une forme d'empirisme. C'est pas que je n'y pense absolument pas, mais à ce moment-là, j'y pense plus en termes de coproduction. Oui. Essayer de trouver un petit peu. De toute façon, l'argent manque partout. Il faut aller essayer d'en chercher un petit peu là où on peut. Et c'est jamais financé 100% par une seule entité. Je vois pas ça comme un échec. C'est plutôt une adaptation, une sorte d'écosystème, une industrie où c'est compliqué. Après, c'est l'œuf ou la poule. Pourquoi est-ce que les médias vendent moins ? Parce que les gens lisent moins, ce etc. problème-là aujourd'hui, voilà. c'est sûr. Mais Antoine, est-ce que cette nouvelle économie, elle a quand même au final, vous dans votre position de directeur éditorial de Myope, que ces photos soient au final aussi publiées dans la presse ? C'est-à-dire que, pour parler clairement, là, on a une magnifique exposition à Radio France. Est-ce que ces photos ont été publiées ? Pardon, j'ai pas suivi toutes les publications ces dernières semaines, mais est-ce que les photos d'Olivier, d'Agnès et des trois autres ont été publiées ? Et est-ce que ça reste un objectif pour vous ? Alors, est-ce que c'est un objectif ? Oui, absolument. Si on fait des photos, c'est pour qu'elles soient vues. Oui, mais on pourrait se dire, quand je parle de publication, c'est qu'on pourrait se dire elles sont vues dans des expositions, elles sont vues dans des livres, elles sont vues pourquoi pas en ligne, mais que la presse n'est plus un débouché. Il n'y a pas le même impact quand même. On fait une couverture de Libération ou un portfolio dans l'Obs ou dans le Figaro Magazine. C'est quand même un certain nombre de personnes qui vont avoir accès aux images et à ce qu'on a voulu défendre. Après, est-ce que ça me pose problème, cette évolution ? En effet, comme dit Agnès, on s'adapte. On veut continuer à produire, à faire des sujets à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Ça coûte très cher et parfois de plus en plus cher parce que d'aller dans la zone du Sahel, les fixeurs, les personnes qui nous aident sur place, c'est vraiment des coûts très importants. Donc voilà, c'est une question d'adaptation. Mais les rédacteurs en chef, finalement, s'adaptent aussi à cette nouvelle situation, puisque ils sont de moins en moins regardants sur la manière, finalement, dont on a pu financer le projet. Tant qu'on garde, nous, cette éthique et on garde ce label info vérifié, donc notre
notre esprit restez des journalistes. journalistique. Je pense que derrière, c'est aussi un rapport de confiance à conserver avec les rédactions. Et la finalité reste, pour moi en tout cas, je suis peut-être un dinosaure, mais la finalité reste là. Mais je viens d'une époque où l'argentique existait encore. Mais voilà, la finalité pour moi reste la presse. Le journaliste doit diffuser en presse. Après, bien sûr, il y a maintenant, grâce à Internet, grâce à beaucoup de médias, il y a des tonnes de supports possibles et il faut les multiplier, mais la presse doit rester quand même et il faut se battre pour que la presse continue à publier nos travaux. Concrètement, il faut garder un espoir pour la photographie de Juste presse. pour répondre à la deuxième Rapidement, mais partie de la allez-y. question très rapidement. Mais oui, en fait, bizarrement, c'est grâce à la partie événementielle, entre guillemets, Visa pour l'image, des festivals au Danemark, à Berlin. Voilà, le projet a vraiment tourné partout en Europe. Et en fait, la presse parle du projet quand il y a un événement maintenant. C'est un peu... C'est un autre système qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup à vous trois. Il est malheureusement déjà 12h30. Merci Antoine, merci Agnès et merci Olivier nous avoir expliqué vraiment un peu en détail comment ça fonctionnait. Et puis évidemment, je vous invite à venir voir ces magnifiques photos de l'agence Myope, cette exposition Double Peine à Radio France et puis de guetter les publications dans la presse de ces très grands photographes. Merci de nous avoir suivis et merci à vous trois. Merci. Merci.